Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire diffusé en direct sur le site de la Gazette des communes. Nous allons aborder la loi AGEC avec cette question: et si votre collectivité montrait la voie? Depuis plusieurs années, les collectivités territoriales sont confrontées à une montée en puissance des obligations liées à l'économie circulaire. On parle d'achat responsable, de tri de déchets, de biodéchets, de textiles professionnels, de réemploi. La loi AGEC transforme progressivement des ambitions environnementales en obligations très concrètes pour les services publics locaux. Mais une fois le cadre réglementaire posé, une autre question apparaît immédiatement: comment passer du texte à l'action? Et en l'occurrence, comment éviter une approche fragmentée et purement administrative? Comment rendre ces obligations réellement applicables, lisibles et utiles pour les territoires? Et surtout, comment transformer cette mise en conformité en levier d'exemplarité et d'action visible et valorisable? C'est tout l'objet de ce webinaire, et pour nous accompagner, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, Laurence Conque. Bonjour, vous êtes directrice des projets économie circulaire à La Poste. Bonjour. Bonjour, Véronique Prieto, vous êtes directrice marketing et communication de Recigo, qui est une filiale de La Poste et de Suez. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Etourmy, vous êtes directeur prévention et gestion des déchets à la communauté de communes du Briançonnais. Ça, bonjour à tous. Voilà. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et nous y répondrons tout au long de ce webinaire. Alors, avant de commencer, on va faire un petit tour de table de façon à ce que vous puissiez présenter chacun et chacune vos activités. Laurence Conque, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre activité? Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, je suis, comme vous l'avez dit, directrice de projet aujourd'hui au sein d'une business unit qui s'appelle la business unit des nouveaux services et qui est là pour concevoir des nouveaux services, plus particulièrement aujourd'hui autour de l'économie circulaire. Donc voilà, pour développer toutes les solutions et les actions au final de nos clients, que ce soit collectivités mais également entreprises, pour favoriser le développement de l'économie circulaire. Très bien. Merci. Véronique Prieto, même question sur votre activité. Alors moi, je représente Recigo qui est une filiale de La Poste et de Suez. Donc c'est une entreprise en fait au départ qui est née d'une idée de La Poste, qui était très simple. Les facteurs passent tous les jours, partout en France, pour livrer du courrier et des colis. Et souvent, on revient à vide. Donc l'idée, la question, c'était comment optimiser les trajets retour et pourquoi pas en collectant des papiers de bureau. C'est comme ça que l'offre Recigo est née, qui a immédiatement séduit des centaines de clients partout en France. Et puis, pour aller plus loin, La Poste est allée voir un spécialiste du recyclage qui est Suez, pour élargir le type de déchets recyclés, avoir d'autres déchets à collecter que le papier, et puis aussi pour accompagner davantage d'entreprises, notamment celles qui avaient des grands sites, qui nécessitaient des moyens de collecte plus traditionnels et plus industriels. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait notre singularité chez Recigo, c'est qu'on s'appuie à la fois sur le maillage de La Poste et sur les moyens de Suez pour être capable de collecter tout type de site partout en France. Très bien, merci beaucoup. Vincent Etourmy, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la communauté de communes du Briançonnais, un petit peu l'étendue, le spectre de cette communauté de communes? Oui, donc communauté de communes du Briançonnais, donc on se situe tout au nord des Hautes-Alpes, à la frontière italienne. Donc un territoire de montagne assez excentré et très peu industrialisé. Donc le service a été repris en régie il y a une douzaine d'années, et donc on cherche à faire de la gestion des déchets de la plus exemplaire possible, pour réduire les coûts et d'une part, et tout ce qui est volet écologique d'autre part, de trouver le bon compromis entre circularité et gestion financière. Très bien. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en direct sur le chat. On essaiera d'y répondre. Alors, pour commencer, on va poser un peu le cadre rapidement, surtout montrer que la loi AGEC touche désormais l'organisation concrète des collectivités. Valérie Prieto, pour commencer ce webinaire, que change la loi AGEC pour les collectivités? Alors la loi AGEC, c'est une grande loi sur les déchets.
et qui vient s'empiler sur 50 ans de loi déchets. Je pense que les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. La première grande loi sur les déchets, elle date de 1975. Donc oui, ça fait 50 ans que les collectivités appliquent des lois déchets, et 50 ans que vraiment les collectivités sont en première ligne pour faire avancer et bouger les choses. Sans vous faire trop d'histoire, mais c'est intéressant de se souvenir d'où on vient. En 75, le premier objectif, c'est la salubrité publique. Clairement, on collecte, on traite sans trop polluer, on en est là. Et après, on a des grands tournants. Le grand tournant, c'est 92. 92, c'est l'apparition du tri. C'est une petite révolution, hein. C'est le tri des emballages, c'est l'apparition des bacs jaunes qui étaient encore parfois bleus. Et là, c'est vraiment les collectivités avec Éco-emballage qui ont déployé ce système partout en France. Après, on a eu les années 2000, on a eu les lois Grenelle, on a commencé à se dire qu'il fallait produire moins de déchets. C'est l'apparition des plans de prévention. On s'est dit qu'il fallait moins enfouir, donc c'est la réduction de l'enfouissement. Pour autant, toutes ces lois, elles étaient quand même dans une optique, une logique de gestion des déchets. Avec la loi AGEC, on change d'approche, on change carrément de logiciel, parce que pour la première fois, on ne s'intéresse plus seulement au tri, mais on s'intéresse vraiment à ce qui va se passer après le tri. Parce qu'au fond, aujourd'hui, le tri, ça fait quelques années qu'on en parle, donc le vrai sujet aujourd'hui, il est de boucler la boucle. On revient à notre sujet d'économie circulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, recycler, c'est bien, réemployer, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un débouché pour ces produits issus du recyclage ou du réemploi. Et c'est là, je pense, la vraie rupture de la loi AGEC, c'est que pour la première fois, elle introduit des obligations de consommer du recyclé ou du réemployé. Donc ça, on va y revenir, hein. Je pense qu'on a plein d'exemples à partager, mais c'est vraiment le point important, parce qu'on ne parle plus seulement de déchets dans la loi AGEC, en fait. On ne parle plus seulement d'environnement. On parle vraiment d'économie, on parle d'industrie, on parle d'emploi. Et tout ça, c'est la capacité à, peut-être grâce aux déchets et grâce à l'économie circulaire, construire des filières en France. Alors justement, pardon, Vincent, pour vous, concrètement, qu'est-ce que signifie l'économie circulaire? Du coup, l'économie circulaire, comme disait Véronique, donc c'est pas uniquement trier. On est aujourd'hui dans le premier des réflexes, c'est de réduire les déchets. Ensuite, c'est de réemployer. Et en fait, comme on parle même plus de déchets aujourd'hui, mais on a envie de parler de ressources. Et du coup, dans le Briançonnais, on a arrêté d'employer le terme de déchetterie. On emploie le terme de plateforme de revalorisation des matériaux, des matières, etc. Donc, c'est vraiment de réduire le déchet ultime, ensuite de réemployer un maximum de ces ressources, et quand elles ne sont pas réemployées directement, de finir par les recycler, et de faire tout ça dans une logique économique qui reste la plus rentable possible, parce que si aujourd'hui le nerf de la guerre, malheureusement, continue d'être quand même les finances, et que si toutes les actions qu'on met en place coûtent beaucoup plus cher que d'aller se débarrasser d'un déchet, malheureusement, on s'y retrouve pas financièrement, et on n'arrive pas à créer des débouchés derrière pour réutiliser ces déchets recyclés, réemployés. Et c'est toute la difficulté de cette économie qui est à mettre en place. Et il faut réussir à faire en sorte que mettre en place des systèmes qui fassent que ça ne soit pas plus cher que de se débarrasser du déchet, en fait. Alors justement, Laurence, pour bien structurer le sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques éléments qui concernent la loi AGEC, et notamment l'article 58? Oui, tout à fait. Et pour citer aussi bien Véronique que Vincent, c'est vrai qu'on parle de recyclage, on parle d'économie circulaire, mais il faut des filières aussi qui existent voilà, pour permettre de valoriser, de réemployer. Et la Poste, aujourd'hui, on s'y attelle justement pour permettre de renforcer ces filières. Donc la loi AGEC, aujourd'hui, elle touche en fait le fonctionnement quotidien des collectivités. L'article 58, vous l'avez cité, de la loi AGEC, elle impacte en fait les achats publics aujourd'hui en intégrant en fait
fait dans les objectifs d'achat une partie d'un montant en reconditionné, recyclage ou réemploi et qui, en tout cas, par exemple, si je cite les équipements informatiques, on a un objectif de 20% du montant des achats à mettre au niveau de produits reconditionnés ou répondant aux exigences de la loi AGEC. Donc, en fait, on a un cadre réglementaire aujourd'hui qui fixe différents objectifs aussi bien sur la gestion des déchets, sur les biodéchets, sur un numérique responsable pour permettre de répondre à ces enjeux environnementaux. Mais ce cadre-là, comme le disait Vincent, a un impact en fait sur les budgets, les achats, les équipements et, in fine, sur l'organisation globale des services des collectivités. Alors, pour terminer sur cette partie introductive, Véronique, est-ce que vous pensez que les collectivités connaissent bien leurs obligations? Alors oui et non. Oui, sur les grandes obligations. Typiquement, dans la loi AGEC, il y a une obligation qui est très structurante. Je parlais de révolution tout à l'heure avec le tri des emballages, mais là, on est un peu dans le même registre, qui est la généralisation du tri des biodéchets. Depuis 2024, normalement, sur tout le territoire, en tant que citoyen, on doit avoir les moyens de trier et de valoriser les biodéchets. Donc ça, c'est un sujet, toutes les collectivités sont bien au courant. La vraie question, c'est en revanche comment la mettre concrètement. C'est compliqué, c'est des moyens, ça dépend beaucoup des contraintes du territoire. Donc oui, c'est connu, c'est connu. En revanche, quand je vous dis oui et non, c'est parce que dans la loi AGEC, il y a également tout un catalogue d'obligations sur des sujets très divers, avec des échéanciers, avec des objectifs chiffrés qui ne sont pas les mêmes selon les flux dont on parle. Et ça, ce catalogue, il est plus compliqué à appréhender. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'il est obligatoire d'installer dans les établissements publics des fontaines à eau? Pourquoi? Pour réduire l'usage des bouteilles plastiques, pour permettre aux personnes qui ont des gourdes de les remplir. Ça paraît être une micro-mesure, mais c'est dans la loi AGEC. Vous voyez, c'est des sujets, pour bien la connaître, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, c'est précisément ce que nous allons illustrer aujourd'hui. On a choisi d'extraire de ce catalogue trois mesures, trois obligations importantes. Le tri hors foyer des emballages, qu'on verra avec Vincent et Tormi, les achats de produits issus du réemploi ou du recyclage, qu'on verra avec Laurence, et puis un nouveau flux à gérer, les textiles. Et on va voir comment une collectivité peut passer justement du texte à l'action. Alors, on va parler donc du tri hors foyer. Vincent, avant la loi AGEC, vous avez décidé de passer en régie. Pour quelle raison? Donc, c'est une volonté politique qui est née il y a une douzaine d'années. Il y a 12 ans, du coup, les déchets ultimes, donc ceux dont on se débarrasse, représentaient l'équivalent de 12 000 tonnes pour le territoire. Donc, pour un territoire qui fait 20 000 habitants et qui peut monter à 80 000 en période touristique. Ce passage en régie la volonté était de mieux maîtriser ces déchets ultimes, de les amoindrir au plus possible. Et donc aujourd'hui, on est rendu sous la barre des 7 000 tonnes d'ordures ménagères. Donc on a presque divisé par deux les déchets ultimes. Sur la partie déchets ultimes des déchetteries qu'on appelle aujourd'hui plateforme de revalorisation, on a aussi diminué en l'espace de 2 ans avec la mise en place de différentes REP les tonnages de plus de 60%. Donc, c'est tout l'objectif et c'est ça, c'est de supprimer ces déchets ultimes et d'essayer de n'avoir plus à traiter que des ressources. Donc, en augmentant le nombre de déchets recyclables, de les enlever des ordures ménagères, donc de remettre un système de points de collecte qui offre la capacité de trier partout, tout le temps, de faire de la prévention auprès des usagers, de leur expliquer le pourquoi c'est bénéfique, que voilà, si on met dans le bac noir, ça va coûter 400 €, si on le met dans le bac de tri au cumulé, ça coûtera que deux fois moins cher.
etc. Aujourd'hui, c'est sur les biodéchets où on fait du retour direct du compostage, donc en boucle directe, donc ça donne du sens. Donc voilà, c'est pour tout ça que ça a été mis en œuvre, et aujourd'hui on a des résultats qui sont largement positifs, même si il y a encore beaucoup de marge de progrès encore, même chez nous, quoi. Sur quel flux est-ce que vous avez voulu vous mobiliser en priorité? Comment est-ce que vous êtes organisé là-dessus? Ben là, le plus facile et le plus connu, comme disait Véronique, c'était les emballages, hein. C'est la première chose qui était intervenue, mais qui n'était pas forcément démocratisée. Quand moi je suis arrivé dans le Briançonnais il y a 20 ans, les points de collecte étaient pas tous les mêmes. Certains points de collecte avaient que des ordures ménagères, d'autres avaient des ordures ménagères emballage. Le verre était encore plus épars. Aujourd'hui, 100% de nos points de collecte ont les 4 flux: ordures ménagères, emballage et papier, verre et biodéchets. Et 30% d'entre eux ont même les cartons bruns sur le point de collecte. Donc, c'est d'étendre cette capacité de tri de tous ces matériaux plastiques, carton, papier, métal, qui sont facilement recyclables, qui devaient être sortis des ordures ménagères. Donc, ça a été la priorité du passage en régie. Alors, la communauté de communes est pilote dans ce domaine-là. Comment est-ce que vous avez organisé le déploiement du tri hors foyer? Alors du coup, voilà, une fois qu'on était passé en régie, donc on a fait quelques caractérisations, on s'est aperçu que bien qu'on mettait la capacité de trier sur chaque point de collecte, on avait encore trop de déchets valorisables dans nos ordures ménagères. Et donc, en partenariat avec Citeo, ils ont déployé des appels à manifestation d'intérêt. Donc, on a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt sur le tri hors foyer en faisant des zones tests et en se décidant d'essayer de frapper un grand coup, en se disant, voilà, on a 3 stations de ski sur notre territoire. Ben, le but du jeu, c'est de sortir toutes les corbeilles monoflux de ces stations de ski et d'équiper les 3 stations de ski d'un coup avec sur des endroits ciblés, parce que l'idée n'est pas de mettre de la corbeille de tri à chaque coin de rue, ça n'a pas de sens, mais sur tous les gros téléporteurs qui rassemblaient tous les lieux de convergence des touristes, et sur les gros parcs de plein air où les gens viennent pique-niquer, etc. Mais de la même manière, d'enlever toutes les corbeilles OM et de remettre des dispositifs de tri pensés bien en amont par rapport aux caractéristiques du territoire, avec la problématique de la neige, Oui, c'est ça, ouais. etc., de les densifier d'une manière à ce que ça réduise les fréquences de collecte, bien qu'on enlève des corbeilles par ailleurs. On les a pensées de manière à ce que ce bloc de tri soit au final plus imposant en termes de volume que les quelques corbeilles qu'il y avait avant dans le parc, et qui du coup réussissent à baisser une fréquence de collecte. Et d'un côté, on demande un travail supplémentaire au lieu d'avoir plus qu'un sac à jeter. Ben maintenant, on a le sac d'ordures ménagères, celui de verre, celui d'emballage. Sauf que avant, les gestionnaires de corbeilles devaient passer 3 fois semaine pour faire propre le site, et que là, on les a massifiés de manière à ce qu'ils viennent peut-être plus que 2 fois. Et du coup, la charge de travail supplémentaire qui est demandée par la catégorisation et le tri de ces déchets est compensée par une baisse de fréquence de collecte de ces points tri, quoi. Donc voilà, tout ça, on l'a piloté, ensuite on l'a proposé, et on l'a fait adopter avant de valider le principe et le type de corbeille. On l'a fait valider avec les gestionnaires qui les utilisent au jour le jour, parce que nous, on est juste, notre finalité, c'est de collecter plus de matières triées que de déchets ultimes. Et donc, on vient faire de la prévention, expliquer à ces gestionnaires qui gèrent ce déchet en premier lieu tout l'intérêt de ce process-là, quoi. L'adhésion a été simple? Alors, l'adhésion est pas simple, parce que, comme je le dis, on arrive en demandant de prime abord un travail supplémentaire. C'est-à-dire que, au lieu de prendre tous les déchets, de les jeter banalement n'importe où, n'importe comment, là, on a un sac qu'on va continuer de jeter aux ordures ménagères. Derrière, on a développé des sacs jaunes et des sacs verts réutilisables qui obligent à ce que, du coup, on ne va pas jeter le sac rempli d'emballage
avec le sac fermé dans les ordures ménagères, ou peut-être même dans le jaune, mais comme le centre de tri n'a pas d'ouvreur de sac, du coup, ça ne serait pas retrié, donc il n'y aurait pas de bénéfice. Donc on a développé ces sacs réutilisables de couleur jaune, de couleur verte, pour que ça engage un geste réflexe. Chez soi, on a aussi développé des corbeilles jaunes, vertes et grises pour faire le tri à la maison. Donc on a déployé ça à la maison, on a mis ça sur les points de collecte classiques, et là on a engagé ce même geste réflexe avec des signalétiques qui se rapprochent de celles qui étaient déjà connues pour que ça devienne juste un réflexe. En fait, j'ai une bouteille, je sais que ça va dans le jaune, je vois du jaune, je le mets dans le jaune. J'ai une bouteille en verre, je vois que c'est du verre, je le mets dans le verre. Et donc voilà. Mais malgré tout ça, il faut une grosse dose de pédagogie, il faut accompagner, il faut faire avec les utilisateurs finaux, leur montrer que ce qu'on a pensé, c'est facile, et que s'il y a quelque chose auquel nous on pensait que ça serait bien, finalement ça ne l'est pas. Savoir reconnaître ses erreurs, revenir un peu en arrière pour engager tout le monde. Alors, on va aborder un autre point du catalogue qui est imposé par l'article 58 sur le reconditionnement. Que propose précisément la Poste, Laurence? Oui, aujourd'hui, en fait, et pour un peu resituer ce qu'on propose, c'est que la Poste, elle est engagée aujourd'hui dans le réemploi de ces équipements informatiques, hein, et cela depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est pour faire bénéficier de son expérience que la Poste, en fait, s'est associée à ces fournisseurs qui sont aujourd'hui des partenaires, des reconditionneurs des équipements informatiques, qu'on propose aujourd'hui de la fourniture d'équipements informatiques reconditionnés avec des services associés que je vais vous détailler un peu après, mais pour pour vous situer cette offre-là, nous on va récupérer en fait des parcs informatiques de grandes entreprises qui ont été utilisés entre 1 et 3-4 ans. Ces parcs informatiques donc, sont issus essentiellement originaires de la France ou de l'Europe. Et on sait qu'il y a une grande partie qui peut être encore réutilisée. Donc, on fait appel ensuite à nos partenaires reconditionneurs pour effacer les données, pour vérifier que les appareils sont toujours en bon état et en parfait état de fonctionnement. Et puis, on regarde aussi, on les fait regarder la partie état esthétique de ces matériels, de ces équipements-là, pour s'assurer que c'est un état esthétique soit en très bon état, soit bon état ou correct en fonction du besoin aussi qui peut nous être remonté. Et puis, on va donc proposer ces équipements informatiques à nos clients avec de la logistique derrière, avec de la masterisation, l'installation d'applications si nécessaire, avec aussi l'installation de l'équipement en lui-même sur le site, et puis tout ce qui est service après-vente et maintenance derrière pour garantir ces appareils entre 12 à 36 mois selon les besoins. Quel type d'équipements sont concernés par ça? Alors aujourd'hui, les équipements concernés, on est vraiment sur de la bureautique. Bureautique et tout ce qui est équipement mobile, des PC fixes, des écrans, mais aussi des PC portables, tout ce qui est tablette et smartphone, essentiellement. On peut également proposer des accessoires qui vont avec, comme des casques, mais aussi des souris et des claviers. Et pour le coup, les souris et les claviers, on les propose plutôt en neuf. En fait, on a construit un catalogue de références aussi. Les références, on va dire, les plus courantes sur le marché pour permettre aux clients de choisir. Mais aussi, on peut faire évidemment du sur-mesure et aller rechercher en fonction des besoins spécifiques des clients. Est-ce que vous pouvez nous parler de références que vous avez auprès de collectivités sur ces projets?
Oui, bien sûr. Si je dois citer une référence, alors en fait, cette offre-là, elle existe depuis un peu plus d'un an. On a de nombreuses demandes de la part de collectivités et très récemment, on a eu une demande de la part d'une commune d'à peu près 50 000 habitants dans le sud-ouest de la France pour équiper d'une part ses collaborateurs. On a fourni à ce moment-là une dizaine d'ordinateurs portables, une vingtaine d'écrans et de PC fixes, avec donc le SAV derrière, la garantie demandée, qui était 36 mois, et la possibilité aussi d'intervenir sur site pour la maintenance par notre équipe technique. Et puis, cette commune a ensuite refait appel à nous pour équiper cette fois-ci les médiathèques. Voilà. Donc, en fait, on est là aussi pour proposer des équipements qui s'adaptent aux usages, que ce soit auprès des écoles. On a aussi beaucoup de demandes pour équiper des écoles. Mais voilà, comme je vous disais, aussi auprès de médiathèques ou même de structures sociales et solidaires. Très bien. Alors, Véronique, on vient de parler des équipements reconditionnés. Est-ce que cette logique d'achat circulaire s'applique aussi à des postes qui sont beaucoup plus courants, comme le papier dans les collectivités, qui est quand même un poste qui circule beaucoup, forcément? Est-ce que là-dessus, sur ce sujet-là? Oui, le papier est concerné aussi, effectivement. C'est encore un très bon exemple. Le papier, les collectivités doivent intégrer dans leurs achats de papier 40% de papier recyclé. Ça aussi, c'est issu d'un des prêts d'application de la loi AGEC. Pourquoi cette obligation? Toujours pareil, pour créer des débouchés. Ça ne sert à rien de recycler du papier si personne n'en consomme. D'où ces obligations de consommer du papier recyclé. Donc chez Rosigo, au départ, je vous l'ai dit, on est nous collecteurs de déchets. Et puis comme on est très conscient de la nécessité de construire ces boucles, on a un partenariat en fait avec Clairefontaine. Clairefontaine qui est le dernier fabricant de ramettes recyclées en France, avec un de leurs sites qui est dans les Hauts-de-France. Donc le partenariat, il est très simple. On leur livre une partie des vieux papiers que l'on collecte chez nos clients et on propose à nos clients de leur fournir des ramettes fabriquées sur ce même site et donc qui peuvent être potentiellement fabriquées à partir du papier qui a été recyclé chez eux. Donc vous voyez, c'est ça l'économie circulaire, ça peut démarrer par des choses aussi simples que ça. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi aller couper des arbres au Brésil? Pourquoi aller fabriquer du papier en Norvège alors qu'en fait en France, on a des vieux papiers, on a des savoir-faire industriels et qu'on a tout pour faire notre propre papier à partir de nos propres ressources. Donc voilà, c'est utiliser ce qu'on a. Alors, il y a un autre point qui est important, pardon, c'est l'obligation de trier les textiles. En quoi est-ce que les collectivités sont concernées sur ce sujet précisément? Alors ça aussi, effectivement, ça nous vient de la loi AGEC. C'est le 8e flux, pour ceux qui connaissent le fameux décret 5 flux qui a quelques années maintenant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les textiles font maintenant partie des déchets qui doivent être triés et valorisés. Alors, on pense surtout aux textiles des particuliers, mais ça, c'est dans le cadre, ça fait l'objet d'une REP avec un éco-organisme qui s'appelle Refashion. Mais il y a aussi les textiles qui sont produits par les collectivités elles-mêmes. Ça peut être quoi? Ça peut être les tenues de travail des équipiers, ça peut être le linge, les draps, quand les collectivités gèrent des hébergements, des campings. Donc c'est tous ces textiles-là que les collectivités ont l'obligation de trier et de valoriser. Donc là aussi, comme le disait Laurence, nous on a des solutions pour les entreprises et pour les collectivités pour aller collecter ces gisements-là. Donc comment on fait? On utilise les moyens de la Poste qui sont très bien adaptés parce que souvent ce ne sont pas des gros gisements. On ne va pas aller chercher du textile en grosses bennes de 30 mètres cubes. Donc on y va comment? On utilise au maximum des matériels qui existent. Donc là, ce sont des chariots que la Poste utilise pour véhiculer des colis. Nous, on les utilise pour aller collecter les linges et les tenues de travail.
Donc derrière, évidemment, on assure la logistique, on assure la traçabilité et on assure la destruction. C'est un point important parce que vous imaginez bien une tenue, par exemple, d'un équipier de collecte de déchets. Si vous lavez cette tenue au moment des étrennes, bon, je ne vous fais pas de dessin de ce qui peut en être fait. Donc, Alors, recycler justement, et protéger. que deviennent ces textiles une fois qu'ils ont été collectés? Alors, ces textiles, nous, là aussi, on est très partenariat à la Poste et chez Rossigo. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à très récemment, il n'y avait plus de moyen de recycler des textiles en France, ou alors vraiment très marginal. 95% des textiles, donc là au global, particuliers et professionnels, partaient au grand export. Je pense qu'on a tous vu des images, on a tous vu des reportages là-dessus. Donc l'important aujourd'hui, c'est d'arriver à construire des filières en proximité, en France ou proche Europe, pour pouvoir collecter ces textiles. Donc nous, on a un partenariat, un partenaire qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile, qui a une usine de tri automatique qui permet de préparer les textiles pour les transformer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec des textiles? On peut parfois refaire du fil, ça dépend vraiment de la matière, ça dépend de la qualité. On peut produire aussi de l'isolant pour les bâtiments. On peut produire, je ne sais pas si vous le voyez là, ça c'est du géotextile, donc des géotextiles qu'on peut utiliser en travaux publics, ou on peut faire du plastique aussi, parce qu'en fait le polyester c'est la même molécule qu'une bouteille plastique. Donc tout ça c'est techniquement possible, mais il faut refaire des usines. Et faire des usines, ça veut dire derrière créer des emplois et trouver des débouchés locaux. Alors, on a une question d'internaute qui s'adresse peut-être plus à Vincent et Tourmy. Comment arrivez-vous à retracer toutes les dépenses concernées par la loi AGEC, car souvent, elles sont très éparpillées dans une collectivité? Est-ce que vous pouvez y répondre? Est-ce que vous le rentrez sous le verdict? Retracer tout ce qui est issu de l'économie circulaire. Je ne suis pas à l'échelle globale de la collectivité, donc je ne sais pas précisément. Par contre, ce que je sais, c'est que dans le service, ce qu'on promeut et tout le message qu'on fait passer en termes de prévention auprès des habitants et des professionnels qu'on collecte, on se l'applique à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nos véhicules sont lavés avec de l'eau de pluie récupérée. Nos véhicules roulent aux déchets, au HVO, qui est un carburant issu des déchets graisse animale. On met en place, on a modifié des camions qui étaient déjà existants, qui ne servaient plus, pour qu'ils s'adaptent à la collecte du pré-compostage. Donc, on a réutilisé des matériels roulants comme ça. On a réutilisé des caissons ou des chalets qui pareil, ne servaient plus aux communes ou à la collectivité pour en faire des chalets de réemploi. On a créé en partie nos zones, notre micro-plateforme de compostage avec des matériaux du bâtiment réemployés. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui rentre dans les mœurs. Tous nos marchés publics, on essaie de respecter au maximum les critères liés à l'environnement. Donc il y a toujours des critères qui donnent un pourcentage de la note d'attribution à nos marchés qui vont dans ce sens-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui, de plus en plus, qui rentrent en jeu. Alors, on a abordé donc 3 points particuliers du catalogue. On va voir maintenant ce que ces démarches changent réellement en termes de coûts, d'impact, d'organisation et aussi de visibilité. Laurence, le moteur principal, est-ce que ça reste le budget? Alors, je dirais oui. En fait, même si l'impact environnemental et la conformité à la loi AGEC comptent, aujourd'hui, ce sont des critères en fait dans les achats. Nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est vraiment le coût qui va driver in fine la décision ou pas d'acheter.
ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on peut proposer aussi en termes de reconditionner, c'est que de façon générale, les équipements IT reconditionnés, ils ont un coût qui est moindre entre eux. Alors, ça dépend du type d'appareil et de la gamme évidemment demandée, mais en moyenne, on se retrouve sur une fourchette entre 30 à 50% moindre, enfin moins cher en tout cas qu'un équipement neuf. Et c'est encore plus exacerbé là avec la situation actuelle et les tensions qu'on peut observer sur le marché du neuf. Mais j'en parlerai après. Et puis aussi, si on peut citer un autre produit, plutôt sur des licences de seconde main, là, on se retrouve sur des budgets entre 30 à 70% moins chers que des licences neuves. Alors, il y a un autre élément qui joue aussi en faveur du reconditionnement, c'est le contexte économique actuel, Laurence. Oui, tout à fait. Oui, comme je commençais à le dire, effectivement, il y a des fortes tensions aujourd'hui sur le marché pour la fabrication et l'achat de certains composants informatiques. Donc, tout ce qui est RAM et SSD, donc ce sont des composants de nos PC et aussi de nos smartphones. Aujourd'hui, en fait, vous avez quelques constructeurs qui existent au niveau marché mondial et le marché, il est très pris par l'intelligence artificielle. En fait, il y a une forte demande de la part du marché de l'intelligence artificielle sur ces composants-là, ce qui fait qu'il y en a beaucoup moins pour des équipements disponibles pour des équipements neufs, donc les PC neufs, par exemple, les smartphones. Et donc, ça se répercute, tension d'approvisionnement, ça se répercute sur le prix du neuf. Et donc, on est là aussi avec cette offre-là pour proposer une alternative derrière, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas impacté, ou très peu, en tout cas, sur ces tensions de marché. Alors, on voit l'impact budgétaire. Quel serait aussi l'impact environnemental concrètement? Véronique, est-ce que vous voulez répondre? Je passerai la parole ensuite à Laurence sur ce sujet. Ah oui, alors l'impact environnemental, il est énorme, hein. L'économie circulaire, c'est vraiment un levier puissant pour décarboner et pour faire des économies de ressources. Laurence, je crois, a des exemples sur les équipements électroniques, mais on le voit par exemple, qu'on parlait de recyclage textile et d'isolants issus du recyclage. Eh bien, si vous faites un chantier d'isolation avec de l'isolant issu du recyclage, plutôt qu'avec des solutions classiques comme de la laine de verre, vous pouvez diviser par 10 l'empreinte carbone de votre chantier. Divisé par 10. Donc, ce sont vraiment des impacts qui sont loin d'être marginaux. Ce sont vraiment des gains environnementaux qui sont très significatifs à l'échelle des territoires. Et ce sont finalement ces réflexes. On pense, cette collectivité, elle pense beaucoup déchets et il faut vraiment arriver à faire ce lien entre ce qu'on jette et puis ce que l'on achète, en fait. Et c'est vraiment comme ça, en agissant sur la demande, hein, en produits recyclés, qu'on va réussir à faire tourner ces boucles et à construire des boucles qui soient solides. Laurence, même question sur l'impact environnemental. On a un impact aussi très fort, ou plutôt justement, on réduit notre impact environnemental en achetant des équipements reconditionnés. Pour vous citer une étude de l'ADEME, si vous achetez un équipement IT reconditionné versus un équipement IT neuf, ça vous permet de réduire de quasiment 87% la consommation en eau. Parce qu'il faut savoir que la fabrication d'un équipement, ça consomme de l'eau, c'est l'extraction de matières premières. Donc, acheter du reconditionné, ça permet de réduire de 91% l'utilisation de matières premières et globalement plus de 91% d'émissions de CO2. Voilà. Et ça vous permet aussi de réduire l'impact, évidemment, de produits de déchets électroniques
puisque vous n'achetez pas du neuf que vous mettez ensuite en déchets. Vous achetez du reconditionné, donc vous prolongez sa durée de vie. Donc, ça réduit les déchets électroniques derrière. Alors, on a une autre question d'internaute. Quelles filières REP ont été développées sur les plateformes de revalorisation? Est-ce que quelqu'un veut répondre sur ce sujet? Oui, mais je pense que ça m'est plus destiné. Du coup, donc la REP la plus engageante ces dernières années a été celle du bâtiment, qui malheureusement, on le voit dans l'actualité récente, bat un peu de l'aile, alors que c'est celle-là qui nous a permis aujourd'hui de réduire de plus de 60% les déchets ultimes, en enlevant toute une catégorie de matériaux qui aujourd'hui n'avaient pas de filière. Donc c'est celle-ci dernièrement qui a été mise en place. Après, toutes celles classiques qu'on peut connaître sur les D3E sont mises en place depuis longtemps. On fait aussi celle Adivalor pour les déchets des agriculteurs. La REP Refashion est en place aussi avec un acteur de l'économie sociale et solidaire locale. Donc voilà, on a aussi des plus petites REP qui sont anecdotiques, mais qui permettent d'engager un processus de prévention auprès des plus jeunes avec les stylos, tous les matériels d'écriture, etc., qui sont récupérés, qui sont reconditionnés, qui donnent quelques euros à des organismes caritatifs, etc. Alors ça a peu d'impact réel, c'est quelques cartons dans l'année, mais par contre, ça permet d'aller toucher tous les enfants dans les écoles et de leur inculquer ce réflexe de gestion des ressources qu'on utilise sur Terre. Véronique, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut éviter que ces dispositifs deviennent une charge supplémentaire pour les équipes? Parce qu'il y a quand même aussi le fait d'embarquer les équipes. Pour le tri, vous voulez dire? Oui. Ouais, c'est sûr que à chaque fois qu'on met en place un nouveau geste de tri, forcément, ça s'accompagne. Nous, chez Rossigo, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps. Alors, bien sûr, on utilise des outils de communication assez classiques. Dans la communication, il y a un point clé, c'est donner du sens. Pourquoi je trie? Qu'est-ce que ça devient? Évidemment, ça aide. Mais au final, nous, ce qu'on constate, c'est que le principe qui fonctionne le mieux, c'est que le bon geste de tri doit être plus facile à faire que le mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au moment où vous jetez un déchet, ça doit être facile de le mettre dans le bon contenant. Et ça, c'est vraiment sur l'organisation amont. C'est tout ce que Vincent et Tourmi décrivaient tout à l'heure quand ils ont mis en place le tri hors foyer. C'est vraiment réfléchir aux usages, où est-ce qu'on jette, combien de poubelles il faut. Enfin, c'est vraiment toute cette organisation amont qui, à mon sens, donne les meilleurs résultats. Et puis, alors, il y a un point qui est très important dans une collectivité, c'est comment est-ce qu'on rend l'action visible. Vincent, qu'est-ce qui a été le plus apprécié justement dans l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place? Donc, du coup, les enquêtes d'opinion ont montré un avis favorable à plus de 80-90% des utilisateurs ou même des gens qui l'avaient pas forcément vu et à qui on est venu poser la question, est-ce que vous avez vu le bac de tri? Ah ben oui, en fait, effectivement, c'est très bien pour telle raison. Donc déjà, c'est un aspect esthétique malgré tout. Il faut essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose qui donne envie et qui soit pas rebutant. Quelque chose qui soit pratique. Donc nous, on a le phénomène de neige, donc il ne faut pas que la corbeille se retrouve encombrée de neige au moment où on a envie de jeter notre déchet. Donc il faut penser à mettre un petit capot qui protège l'opercule, sans qu'on qu'on soit pas obligé de l'ouvrir justement pour pas mettre les mains dans la neige. Donc c'est tous des aspects pratiques qui sont importants. L'après, c'est ce qui est très important aussi, c'est de bien embarquer le personnel qui va gérer les corbeilles, de dire bon ben voilà, on a mis tant de volume, donc par rapport à ce que vous aviez avant, ou si vous aviez une fréquence à 7 jours, là on a mis 2 fois plus de volume, donc vous pouvez peut-être réduire, mais par contre il faudra être attentif sur les premières semaines pour que le dispositif se trouve pas saturé, parce que si on a un dispositif qui offre le tri mais qui est saturé pendant 3 jours, bah, du coup l'effet est complètement anéanti. Donc voilà, c'est
d'être convaincu que les gestionnaires de corbeilles vont bien prendre le sac jaune et qu'ils vont bien aller le jeter dans le jaune, parce que ça peut arriver aussi, et quelqu'un qui voit la personne qui est en train de prendre le jaune et qui va le mettre dans le noir, ou ce qu'on peut voir dans des enseignes, des grandes anciennes de restaurants, de fast-food, où il y a deux bornes, et puis en fait les gens s'aperçoivent que quand ils ouvrent la porte, il y a qu'un seul sac sous les bornes. Tout de suite, ben ça c'est des, comme on dit, il faut toujours 3 bonnes actions pour en enlever une mauvaise. Et ben, là, si on prend le truc à l'inverse, c'est que s'il y a un mauvais exemple une fois, il va prendre le dessus sur les 10 bons exemples qui vont être derrière. Donc, c'est vraiment d'embarquer tout le monde, que tout le monde soit convaincu, d'avoir bien réfléchi à l'agilité, à la facilité de gérer tout ça, parce que comme on va démultiplier les flux, on va demander un peu de travail supplémentaire. Il faut vraiment réfléchir à tout ça pour que ça soit contrebalancé et que ça soit toujours du positif, et communiquer là-dessus toujours plus. Après, la visibilité des corbeilles est des fois difficile, et on n'aime pas trop mettre en avant les poubelles. Et pour autant, c'est bien quand elles sont mises en avant, parce que c'est là où on sait qu'on peut jeter, et on ne jette pas partout, par terre, n'importe où. Alors, reste une question pratique qu'on va aborder pour terminer ce webinaire. Comment réussir sans ajouter une touche de complexité? Véronique, d'abord, qu'apporte Resigo par rapport aux autres opérateurs de déchets traditionnels? Alors, nous, je crois que notre spécificité, on l'a dit, c'est de s'appuyer sur les moyens de la Poste pour aller collecter les petits volumes de déchets et d'être capable d'aller partout en France. Typiquement, une de nos offres, une de nos solutions phares, c'est la collecte d'archives confidentielles notamment, puisque dès 30 kilos d'archives, on est capable de venir les collecter et d'assurer un broyage, une traçabilité digne, entre guillemets, de gros volumes d'archives. Donc ça, c'est vraiment notre spécificité. Sur les textiles, oui. Pardon de vous interrompre, mais c'est là où la notion de tiers de confiance qu'est la Poste est particulièrement importante, puisqu'on est sur des archives d'une collectivité qui peuvent être sensibles. Bien sûr, les archives, ce sont des archives publiques, et les archives publiques, c'est très cadré. Il faut prouver qu'on les détruit. Je passe les autorisations qui sont à demander avant aux services départementaux des archives. Bref, c'est très cadré, et en effet, on apporte ces solutions même aux petites communes ou aux petits collèges qui ont des petites quantités, mais ça reste des archives publiques, elles sont importantes, et il faut bien les gérer et bien les tracer. Resigo, c'est aussi l'insertion, puisqu'on travaille pour le tri des papiers avec une autre filiale de la Poste qui s'appelle Nouvelle Attitude, et qui est une entreprise d'insertion par l'activité professionnelle. C'est aussi le digital. Il faut savoir que toutes les opérations que l'on fait sont tracées et remontent dans notre système, ce qui nous permet de relivrer à nos clients un reporting très précis de ce qu'on va collecter pour eux. Et puis enfin, je le dis, tout ça fonctionne bien, puisqu'on est référencé par l'UGAP pour traiter les déchets tertiaires. Alors Laurence, on l'a un peu abordé tout à l'heure, mais quel rôle joue la Poste dans la logistique et la proximité dans votre domaine? Oui, c'est vrai, tout à l'heure j'ai parlé de logistique. En fait, la Poste, aujourd'hui, elle assure le transport des équipements informatiques de nos partenaires reconditionneurs jusqu'aux clients. Aujourd'hui, on s'appuie sur notre maillage territorial, sur nos 5600 agents postaux qui réalisent au quotidien les livraisons de proximité, que ce soit de la collecte ou de la livraison. Et puis, aussi, sur une partie un peu plus technique, on s'appuie aussi sur près de 850 experts qui sont implantés sur tout le territoire, des experts techniques, pour assurer l'installation si besoin, et le SAV sur le site également. Et en termes de traçabilité et d'expertise, quel est l'avantage de passer par la Poste? Alors, je le disais aussi un peu en amont, donc nous, on est déjà engagé en faveur du réemploi informatique. On gère aujourd'hui près de 800 000 équipements.
au quotidien pour nos postiers. On a plus de 100 000 demandes de maintenance liées à des pannes voilà, par an qu'on gère. Donc, voilà, on a vraiment un niveau élevé d'expertise et on a des pratiques internes voilà, en faveur du réemploi. Plus de 47 000 équipements qui ont été reconditionnés depuis 2018, 14 000 réparés et puis on utilise donc voilà, on a comment dire un process aujourd'hui qui est prouvé, validé et qu'on se doit au final de proposer à nos clients pour permettre d'accélérer cette transition donc écologique sur les territoires de par nos engagements aussi voilà, d'accompagnement des politiques publiques et d'entreprises émissions. Vincent, pourquoi est-ce que vous envisagez de vous appuyer sur la Poste pour les biosos, un point qu'on n'a pas abordé mais qui est important sur les déchets alimentaires? Oui, donc depuis 2 ans, on a déployé donc notre plan de gestion des biodéchets, donc par une solution de tout compostage local avec des débouchés locaux. Et pour engager tout le monde dans ce nouveau geste de tri, l'idée était de déployer, de distribuer un bioseau gratuitement dans chaque logement, qu'il soit permanent ou touristique. Et donc, ça s'est fait par des animations dans chaque quartier. À chaque fois qu'on a installé quelques composteurs, on a fait des animations de quartier pour expliquer pourquoi on faisait ça, pour distribuer. Mais à chaque fois, dans ces démarches, on va souvent toucher les personnes qui sont déjà investies, qui se sentent concernées. Et on a toujours du mal à aller toucher ceux qui se sentent pas concernés par la démarche. Donc l'idée d'utiliser un réseau de distributeurs déjà présents. Donc c'est aussi ça la recherche de circularité, c'est pas de créer un nouveau réseau, c'est d'utiliser déjà ce qui est existant, d'utiliser déjà le carburant qui est déjà utilisé pour aller apporter des courriers. Ben, c'est d'utiliser ce même carburant pour apporter ce bioseau et aller toucher tout le monde. Et à travers l'identité du postier qui va pouvoir délivrer un message qui va être tout de suite pris pour quelque chose de formel, et en tout cas qui fait sens tout de suite au niveau de tout le monde, parce que bah, c'est quand même quelqu'un qui est reconnu dans l'imaginaire des Français, quoi. Qu'est-ce qui, dans l'ensemble, vous conduit à travailler avec Recigo ou La Poste? C'est ce que je vous dis, c'est l'existence même du service. On sait aujourd'hui que le courrier papier se réduit et du coup il se diversifie sur d'autres manières d'amener du service, et du coup c'est naturellement qu'on est venu là-dessus plutôt que d'aller chercher un réseau qui viendrait se dédier spécifiquement à cette tâche-là et qui mettrait, je vous dis, des véhicules supplémentaires sur la route, etc. Là, ces véhicules circulent déjà, donc autant les utiliser. Alors, Véronique, une question d'internaute. Quels sont les bons interlocuteurs dans une collectivité? Pour parler économie circulaire? Oui. Bah, écoutez, ils sont très variés en fait, parce qu'on sort des interlocuteurs déchets. Parce qu'évidemment, on a les interlocuteurs déchets, qui sont souvent liés aux services généraux. Mais quand on va parler économie circulaire, on va aussi avoir des interlocuteurs à la RSE, quand il y a un service RSE, ou à l'environnement, aux achats, évidemment. Donc ils sont assez divers, et plus il y a de parties prenantes dans la collectivité, en général, plus on arrive à construire des projets riches. Alors, une petite question un peu à Laurence et à Vincent. Quel conseil donneriez-vous à une collectivité qui hésite à se lancer par crainte d'un projet trop lourd, trop technique, trop coûteux? Peut-être Vincent d'abord? Oui, bah, du coup, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de penser très en amont, penser à des choses qui facilitent le travail. On va apporter, voilà, ça va demander un peu plus de cadrage, des fois de trier des choses, etc. Donc, faut penser, on va amener quelque chose de plus et essayer de le rendre possible en faisant quelque chose en moins à côté. De toujours conserver à l'idée, c'est l'esprit de l'économie circulaire. Donc,
Par exemple, nous, dans les corbeilles, on n'a pas dit mettez des sacs en plastique pour aller collecter du plastique. On a dit voilà, on va acheter un sac réutilisable qui coûte 5 euros et qui va pas demander de beaucoup d'énergie à fabriquer etc. Donc du coup, au lieu d'aller jeter des centaines de sacs par jour, non, on va jeter plus que l'emballage on a déjà beaucoup trop d'emballage en France, on va se limiter à jeter ça. Donc, c'est essayer de penser circulaire dès la conception, de penser pragmatique, de penser agile, de penser et de penser surtout à embarquer, à expliquer de la pédagogie auprès de ceux qui vont gérer le dispositif. Nous, on a mis ça, on était en tête de pont, mais c'était pas nous qui étions gestionnaires des corbeilles de trieur foyer. Nous, on avait juste l'intérêt à sortir le flux d'emballages et de verres qui étaient dans les ordures ménagères, de les mettre dans les bons contenants. Et donc, on a apporté ces solutions techniques, mais on a essayé de les penser à leur place et on les a accompagnés dans la mise en place et on continue encore de le faire et de leur apporter des solutions ou des adaptations à des problèmes qu'on n'aurait pas pu voir aujourd'hui. Et on essaie d'être dans la continuité de tout ça, quoi. Laurence, même question, mais très rapidement, parce qu'on arrive vraiment au terme de ce webinaire. Ouais, pour rebondir aussi sur ce que Vincent vient de dire, au fait de penser agile, moi, je dirais ne pas chercher à faire tout d'un seul coup, vraiment procéder par étapes, tester en fait. Voilà, sur le marché informatique, vous pouvez tester 1 ou 2 appareils reconditionnés. Nous, on peut le proposer en test. Voilà, ça vous permet derrière de voir effectivement s'il y a une différence entre du neuf et du reconditionné. Si d'un point de vue esthétique, voilà, ça change quelque chose, d'un point de vue performance aussi. Donc, c'est vraiment faire des choses simples pour commencer et par petits pas. Très bien. Alors, pour terminer, une question à Véronique. Est-ce que finalement la loi AGEC ne nous oblige pas à changer complètement de regard sur les déchets? Finalement, oui, parce qu'en fait, le sujet il dépasse largement les déchets. C'est un sujet de ressources. Ça concerne notre pouvoir d'achat, en fait, ça concerne nos emplois. Laurence parlait tout à l'heure de tensions sur le matériel électronique avec l'apparition de l'IA. Oui, ça va être de plus en plus difficile d'avoir des métaux rares pour fabriquer ces produits-là. On le voit aussi avec les plastiques en ce moment. Là, on l'a tous entendu à la télé, hein, le prix des plastiques, il a augmenté de 20, de 40%, avec même certains qui ont doublé. Pourquoi? Parce qu'on est très dépendant du pétrole et des importations. Et là, on voit dès que ça se tend à l'international, notamment au Moyen-Orient, eh bien tout se grippe et on se retrouve pénalisé. Donc c'est là où l'économie circulaire peut vraiment prendre tout son sens et c'est dans la durée. C'est pas qu'une histoire de déchets, c'est aussi un enjeu vraiment économique, politique même, parce qu'investir dans l'économie circulaire, finalement, ça peut être aussi le choix de redevenir maître de nos ressources et puis de nos savoir-faire industriels. J'ai envie de vous dire, hein, on le sait tous, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Celle-là, elle date un peu, mais on a aussi des déchets plastiques, des déchets métalliques, et on n'a pas de champ de coton non plus, mais des cotons, on en a plein nos placards. Donc en fait, on a tout ce qu'il faut et c'est à nous de jouer. Tout ça est à inventer. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Ce webinaire s'achève. Merci à nos intervenants de nous avoir éclairés sur ce thème de la loi AGEC et en quoi votre collectivité pourrait montrer la voie en la matière. Merci aux internautes de nous avoir suivis et pour leurs questions. Sachez que ce webinaire sera disponible dans la journée et en replay sur le site de la Gazette des communes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.